Pendant le brunch, ma mère a affiché un sourire en coin et a dit « Tu as de la chance qu'on t'inclue, même. On peut aller loin avec la pitié. » Ma tante a siroté son mimosa et a ajouté « Laissons-le se sentir spécial. » Je me suis contenté de sourire, j'ai fini mon café et je n'ai rien dit. Ce soir-là, j'ai contacté mon avocat, j'ai mis le chalet familial en vente et j'ai retiré mon autorisation de la réserve de crédit commune. 2 semaines plus tard, ils se sont réveillés face à des avis, des annulations et une conversation de groupe inondée de messages paniqués. Puis, mon frère a appelé, en hurlant. À l'instant où j'ai franchi la porte, Jacques s'est mis à rire et a dit qu'on aurait dit que je venais de sortir d'un conteneur de dons. Ma mère ne m'a même pas jeté un regard avant de commenter que je devais enfin me souvenir à quoi servait un rasoir. Ma tante a simplement souri derrière son mimosa, comme si tout cela faisait partie du spectacle. Ils ne m'avaient pas invité à bruncher parce que je leur manquais. Ils m'avaient invité parce qu'ils avaient besoin d'une cible. La salle à manger était mise en scène comme pour un magazine, des serviettes chics, des flûtes à champagne, une bougie hors de prix qui brûlait dans un coin. Je me suis assis à la place vide, la seule sans carton nominatif. Jacques a levé son verre et a dit quelque chose sur le fait que j'avais enfin gagné ma place à la table des grands. Je n'ai pas réagi. J'y étais habitué. Je me suis versé du café et j'ai fait abstraction de la plupart de ce qu'il disait. Il potinait sur des parents que je n'avais pas vus depuis des années, sur la promotion de Jacques, sa nouvelle voiture, et à quel point tout le monde était fier. Je me contentais de hocher la tête quand c'était approprié et de mâcher mes œufs. C'était toujours comme ça. Je me présentais. Je restais silencieux, et je payais quand ils oubliaient leur portefeuille. Puis, juste au moment où j'allais prendre la dernière tranche de pain grillé, ma mère s'est tournée vers moi avec ce sourire en coin que je ne connaissais que trop bien. Tu as de la chance qu'on t'inclue, même. On peut aller loin avec la pitié. Ma tante a siroté sa boisson et a ajouté « Laissons-le se sentir spécial. » Je n'ai même pas scié. J'ai fini mon café, j'ai souri et je n'ai rien dit. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je n'ai pas hésité. J'ai envoyé un courriel à mon avocat. J'ai sorti les documents du chalet familial de la boîte inifugée de mon placard, celle qu'ils appelaient toujours « notre petite escapade ». Sauf que ce n'était pas la nôtre. C'était la mienne. Mon nom sur l'acte de propriété, mon crédit qu'il avait sauvé quand papa avait failli la perdre en 2009. Il l'a traité comme leur refuge estival, mais c'est moi qui payais les impôts et l'entretien. Ils n'ont jamais même proposé de participer. Ensuite, je me suis connecté à notre réserve de crédit commune, celle que j'avais bâtie avec mon excellent dossier de crédit pour que nous puissions gérer les grosses dépenses familiales. J'étais le pilier. J'étais celui sur qui ils s'appuyaient. J'ai révoqué toutes les autorisations, supprimé tous les liens avec mes comptes et annulé tous les paiements automatiques. Je n'ai prévenu personne. J'ai attendu. 2 semaines plus tard, la panique a commencé. D'abord, Jacques a remarqué que sa carte avait été refusée en essayant de payer un service de bouteille. Ensuite, la conversation de groupe familial s'est enflammée. Maman demandant pourquoi son paiement pour les charges avait été rejeté. Papa disant que l'assurance du chalet avait expiré. Puis ce fut le tour du câble, du service de jardinage, de la femme de ménage, de la location de vacances. Ils ont essayé d'appeler. Je n'ai pas répondu. Jacques a finalement réussi à me joindre. Il s'est directement mis à crier. Il a dit que je l'avais embarrassé devant ses amis. Que je gâchais tout simplement parce que je ne savais pas accepter une blague. Il m'a dit de tout arranger. J'ai raccroché. Maman m'a envoyé un texto à minuit pour me demander si j'allais bien. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis là, me souvenant de la façon dont ils avaient ri ce matin-là. De la facilité avec laquelle ils m'avaient transformé en dindon de la farce. Comment ils avaient besoin que je porte tout sur mes épaules mais ne m'avaient jamais, pas une seule fois, traité comme si j'avais de l'importance. J'avais été leur filet de sécurité pendant des années. Maintenant, ils allaient découvrir ce que c'était de vivre sans. Après la petite crise de Jacques au téléphone, tout est devenu silencieux. Pas d'appel, pas de texto, rien. La conversation de groupe était morte. Pas même un de ces faux mèmes amicaux que ma mère envoie d'habitude quand elle veut dissimuler quelque chose d'horrible. Juste le silence. Je pense qu'ils croyaient que j'allais céder, que je me sentirais mal d'avoir surréagi, que je reviendrais en rampant avec des excuses pour avoir mal interprété leur blague. C'était leur tactique habituelle. Mais cette fois,
je ne suis pas tombé dans le panneau. Au lieu de cela, je suis allé faire un tour en voiture jusqu'au chalet. C'était tôt le matin, le brouillard s'accrochait encore aux arbres comme des toiles d'araignée. Je n'y étais pas allé depuis plus d'1 an. Tout semblait identique, la rambarde du porche écaillée, la rouille sur la boîte aux lettres, les marches du perron s'affaissant juste un peu plus qu'avant. Je me suis tenu au milieu du salon et j'ai tout observé. Le canapé que j'avais acheté. Les photos que j'avais imprimées et accrochées. Le bois de chauffage que j'avais coupé et que personne d'autre ne s'était jamais soucié de renouveler. C'était mon chalet à tous les égards qui comptait. J'ai appelé mon avocat cet après-midi-là. Je lui ai dit que j'étais prêt à aller de l'avant avec la mise en vente. Discrètement, confidentiellement, et avec mon nom seul. Il a dit que ça ne prendrait pas longtemps. 2 jours plus tard, mon père s'est pointé. Il n'a pas prévenu par texto ou par téléphone, il a juste frappé comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas passé les 2 dernières décennies à me traiter comme le personnage secondaire de ma propre famille. Il tenait un pack de 6 bières et a dit qu'il pensait que nous devrions parler. J'ai ouvert la porte, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit que j'étais occupé. Puis je l'ai refermé. Il est resté dehors quelques secondes de plus. Puis il est parti. Ce soir-là, je suis allé plus loin. Je me suis connecté à tous les comptes partagés qu'ils avaient liés à moi au fil des ans. Le forfait téléphonique que Jacques utilisait depuis 6 ans sans jamais payer un centime. Le compte Netflix familial, le compte Spotify familial, tout ça. Annulé, supprimé, mot de passe changé, tout verrouillé. Il ne savait même pas que la moitié des choses étaient à mon nom jusqu'à ce qu'elles commencent à disparaître. Le lundi matin, la panique a repris. Maman a envoyé un texto en premier. Quelque chose de vague sur le Wi-Fi qui ne fonctionnait pas. Puis elle a demandé si j'avais changé quelque chose. Pas de point d'interrogation, juste de l'agression passive enveloppée de confusion. 1 heure plus tard, elle en a envoyé un autre, c'était à cause de ce que j'ai dit au brunch. Je plaisantais. Ne sois pas si sensible. Puis l'émoji qui pleure. Puis un cœur. Jacques a aussi envoyé un texto. Il a dit que j'étais immature. Que j'exagérais les choses. Que nous étions une famille et que la famille pardonne. Mais le pardon avait toujours été à sens unique. Ce soir-là, j'ai finalement répondu. Je leur ai dit que j'avais supprimé tous mes liens financiers avec le foyer. Que je n'allais plus être leur plan de secours. Que s'ils avaient besoin de faire réparer quelque chose, ils pouvaient appeler quelqu'un d'autre. Je leur ai rappelé les 4 000 $ qu'ils me devaient encore de l'année dernière. L'argent que je leur avais donné quand l'escroquerie à l'assurance de Jacques avait failli le rattraper, et qu'ils m'avaient supplié de ne pas le laisser se faire arrêter. Ils avaient promis que ce serait temporaire. 1 mois, maximum. C'était il y a 16 mois. Je leur ai dit que je voulais récupérer cet argent. 4 000 $, sans intérêt, sans marge de manœuvre, dû à la fin du mois. Je leur ai donné une date limite et rien d'autre. Le lendemain matin, j'avais 6 appels manqués de ma mère, 2 de mon père et 3 messages vocaux de Jacques. Il est passé des hurlements aux supplications en l'espace de 2 minutes. Il a dit qu'il ne pouvait plus sortir avec ses amis parce que ses cartes ne fonctionnaient pas. Il a dit que sa petite amie était furieuse. Il a dit que ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'avait d'importance. Mercredi, je leur ai envoyé une feuille de calcul par courriel. Elle contenait une seule ligne, solde impayé, 4 000 $. Dû le 31 juillet. Pas de prolongation, pas de discussion, pas d'exception. Maman a appelé ce soir-là, en pleurant. Elle a dit qu'elle avait l'impression que je déchirais la famille. Qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Qu'il plaisantait simplement. Que j'étais, toujours si sensible. Je lui ai rappelé comment Jacques avait l'habitude de plaisanter sur le fait que j'étais adopté. Comment elle avait l'habitude de plaisanter en disant que j'aurais dû être avocat pour pouvoir enfin apporter une contribution réelle. Comment papa avait dit un jour, après un mauvais Thanksgiving, que c'était dommage que toute cette thérapie ne m'ait pas rendu moins difficile à vivre. Aucun d'entre eux ne s'était jamais excusé. Mais maintenant qu'ils avaient besoin de quelque chose, maintenant ils étaient désolés. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je lui ai juste dit ce que j'aurais dû leur dire il y a des années. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme un figurant et de vous attendre à ce que je sois là quand tout s'effondre. Puis j'ai raccroché. Je ne pense pas m'être jamais senti aussi lucide de ma vie. À la fin de la semaine, ils ont compris que j'étais sérieux.
Le changement de ton a été immédiat. Jacques a arrêté de crier. Mon père a arrêté de prétendre qu'il s'en fichait. Ma mère a commencé à appeler tous les jours comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Tout d'un coup, j'étais de nouveau la personne la plus importante de la famille. C'était pathétique. Elle a appelé mardi matin et a laissé un message vocal disant que la machine à laver était en panne. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment programmer une réparation sans mon aide. Mercredi, c'était la facture d'eau. Apparemment, ils avaient oublié comment se connecter au compte puisque je l'avais géré pendant des années. Jeudi, elle a envoyé une photo de Jacques debout à côté de sa voiture avec le capot ouvert. Elle a dit quelque chose sur le fait que je savais toujours comment résoudre ce genre de problème. Ils n'ont pas dit pardon. Ils n'ont pas proposé de me rembourser. Ils voulaient juste que tout redevienne comme avant. Le même soir, j'ai reçu un message de ma tante, la même qui souriait d'un air narquois pendant le brunch comme si elle regardait une sitcom en direct. Elle a dit que toute cette histoire était allée trop loin, que je devais réfléchir au genre d'homme que je voulais être. Elle a dit que je faisais du mal à des gens qui m'aimaient. J'ai failli rire. Ils souffraient tous maintenant. Et la vérité, c'est que ça n'avait même pas demandé grand-chose. Juste quelques connexions, quelques documents, quelques ciseaux numériques pour couper toutes les cordes qu'ils avaient nouées autour de mon cou. Je n'avais pas crié, pas eu de crise de colère, rien incendié. J'avais juste arrêté de donner, et cela avait suffi à tout défaire. J'ai reçu les 4000 $ le vendredi. Viré depuis le compte de mon père avec une note de 2 mots, nous sommes quittes. Il pensait que ce serait la fin, comme si régler la dette leur achèterait une ardoise vierge. Ce n'était pas le cas. Le même soir, j'ai soumis les documents finaux pour l'annonce du chalet. Il allait être mis sur le marché la semaine suivante. Je n'ai prévenu personne. Samedi, Jacques a de nouveau essayé. Il s'est pointé chez moi avec 2 packs de 6 bières et des sornettes sur les frères qui arrangent les choses. Il a dit que le temps d'avant lui manquait. Il a dit que c'était stupide de se disputer pour quelques blagues. Je l'ai laissé s'asseoir sur le porche et divaguer jusqu'à ce qu'il réalise que je n'allais pas répondre. Puis il s'est levé, a essayé de rejeter la faute sur moi à nouveau, m'a traité d'amer, de dramatique, d'impossible à vivre. J'ai fermé la porte alors qu'il était en plein milieu de sa phrase. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un dernier texto de sa part. Il disait qu'il espérait que j'apprécierais d'être seul, que le reste de la famille avançait sans moi. Ce n'était pas le cas. Je le voyais dans la façon dont il continuait de tourner en rond. Maman laissant des messages passifs-agressifs sur le fait que nous faisons tous des erreurs. Papa demandant si je reconsidérerais de m'occuper des impôts fonciers juste une dernière fois. Jacques essayant de faire comme si de rien n'était quand il avait besoin que je le dépose pour récupérer sa voiture. J'ai tout ignoré. Plus ils essayaient de prétendre que rien n'avait changé, plus il était évident à quel point les choses avaient changé. Ils avaient besoin de moi. Pas parce qu'ils m'aimaient, mais parce qu'ils avaient construit leur vie sur l'idée que je serais toujours là. Silencieux, fiable, invisible. Mais je n'étais plus cette personne. Et ils n'étaient pas prêts pour ce qui allait suivre. L'annonce a été mise en ligne un lundi matin. J'ai regardé cela se produire depuis la table de ma cuisine, un café à la main, clignant à peine des yeux alors que la photo du chalet apparaissait en ligne, large porche, volets verts, érable tout autour. Le même endroit où j'avais passé d'innombrables week-ends à nettoyer, réparer, tondre, pendant que tous les autres se pointaient simplement avec des glacières et entraient comme s'ils étaient propriétaires. La tempête n'a pas tardé à frapper. Vers midi, mon téléphone vibrait sans arrêt. Je n'avais même pas besoin de regarder. Je savais. Ma mère a appelé 4 fois avant que je ne le mette en silencieux. Puis est venue la conversation de groupe. Ma tante a été la première à le remarquer. Elle a envoyé une capture d'écran de l'annonce et a ajouté « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Comme si elle n'était pas restée assise là, souriant d'un air suffisant, quand on m'humiliait devant des crêpes. Puis ma mère est intervenue avec quelque chose comme « Tu ne peux pas être sérieux ». Puis un emoji qui pleure. Ce n'est que lorsqu'une de ses vieilles amies de l'église lui a envoyé un message, une personne dont je me souvenais à peine, qu'elle a vraiment perdu les pédales. Apparemment, la femme avait vu l'annonce sur Facebook et avait supposé que ma mère réduisait son train de vie. Quand elle a répondu qu'elle n'en savait rien, la femme a demandé si tout allait bien et s'ils avaient besoin d'aide. C'est ce qui l'a fait partir en vrille. Le message vocal suivant qu'elle m'a laissé était presque inintelligible. Entre les pleurs et les hoquets, elle disait que je déchirais la famille, que j'agissais comme un étranger,
que les gens posaient des questions et qu'elle ne savait pas quoi dire. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, mon père m'a envoyé un seul texto, « Appelle-moi ». Non, je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis allé me coucher et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le lendemain, Jacques a complètement pété les plombs. Il a fait exploser la conversation de groupe avec capture d'écran après capture d'écran, l'annonce, le prix, les coordonnées de l'agent, un message d'un de ses amis demandant s'il pouvait le louer pour un voyage entre mecs. Il m'a identifié avec 6 points d'interrogation, puis a envoyé un autre message quelques heures plus tard en me traitant de serpent. Il a dit que je n'avais aucun droit. Que j'étais égoïste, vindicatif et instable. Je l'ai bloqué. Je les ai tous bloqués. Téléphone, courriel, réseaux sociaux au coupé. Je savais ce qui allait suivre. La campagne de culpabilisation, le chantage émotionnel, les discours du type « tu as changé ». Et j'avais raison. Le jeudi, ils se sont présentés tous les deux. Maman, papa, et derrière eux, de manière inattendue, la petite amie de Jacques, Amanda. Ça m'a arrêté. J'ai légèrement ouvert la porte. Amanda s'est avancée. Elle a dit qu'elle n'était pas là pour Jacques, qu'elle ne lui avait même pas dit qu'elle venait, qu'elle voulait parler, juste elle et moi. Elle a dit qu'elle avait vu l'annonce et n'y avait pas cru au début. Jacques lui avait toujours dit que le chalet était à lui, qu'il l'avait repris après la retraite de papa, qu'il s'occupait des dépenses et des impôts, que c'était l'héritage de sa famille et qu'il le préservait. Puis la semaine d'avant, en cherchant un chargeur dans son bureau, elle avait trouvé l'acte de propriété original. Mon nom, mes paiements, ma signature. Elle l'a confronté et tout s'est effondré. Chaque mensonge, chaque exagération, chaque histoire qu'il racontait pour paraître le fils en or. Elle a dit qu'elle en avait fini avec lui. Elle pensait juste que je méritais de le savoir. Puis elle s'est excusée et s'en est allée. J'ai regardé mes parents. Ils sont restés là, ne sachant pas quoi dire. Je leur ai dit que j'avais déjà organisé le versement. Ils recevraient leurs 20 000 $. Jacques n'aurait rien. Mon père a essayé de parler. Quelque chose sur la trahison, sur la façon dont des choses comme ça devraient être discutées en famille. J'ai dit que cela avait été discuté pendant des années. Simplement, il n'écoutait pas. J'ai fermé la porte. Ce soir-là, j'ai reçu le courriel de confirmation. Offre acceptée. Vente en cours. Clôture dans 3 semaines. Le chalet était parti, comme ça, et je ne me sentais pas coupable, pas le moins du monde. Le chalet a été officiellement vendu un jeudi matin. J'ai regardé le courriel arriver alors que j'étais en appel Zoom pour le travail. C'était un court message de la société de titres confirmant le transfert et le dépôt. C'était tout. Juste quelques lignes de jargon juridique et un chiffre qui a atterri sur mon compte en banque 30 minutes plus tard. C'était étrange à quel point ce moment était silencieux compte tenu de ce qu'il représentait. J'ai fermé le courriel, je suis allé dans la cuisine, j'ai préparé un café et j'ai envoyé un unique virement, 20 000 $, directement sur le compte joint de mes parents. Je n'ai pas inclus de message. J'ai pensé qu'ils comprendraient. Et s'ils ne comprenaient pas, c'était encore mieux. Ça n'a pris qu'1 heure. Ma mère a appelé la première. J'ai laissé sonner. Puis est venu le deuxième appel, puis un troisième. Puis une série de messages, chacun plus délirant que le précédent. Elle a dit que je ne pouvais pas être sérieux. Que le chalet n'était pas juste une propriété, il faisait partie de la famille. Elle a dit qu'elle allait appeler l'agent immobilier directement. Elle a dit qu'elle allait faire intervenir son avocat. Il n'y avait pas d'avocat. À 16h32, mon père m'a envoyé un texto, « Nous devons parler. Tu fais une erreur. » Je lui ai envoyé une réponse d'une seule ligne, « La vente est finalisée. Vous avez été payé. » Je savais que la conversation de groupe s'enflammerait ensuite. Il gérait toujours les crises en équipe. Bien sûr, au dîner, c'était le chaos. Ma tante est intervenue la première, la même qui m'avait dit de le laisser se sentir spécial, en sirotant son mimosa comme si elle jugeait un concours de vin. Elle a dit que j'agissais de manière excessive, que ce n'était pas moi, que je valais mieux que ça. Puis Jacques a sauté dans la conversation. Il a commencé par « Putain, tu ne peux pas être sérieux », et a continué sur cette lancée. Des captures d'écran, des messages de ses amis, quelque chose sur le fait qu'il prévoyait un week-end de ski le mois prochain. Comment il avait l'air d'un menteur maintenant.
Il a dit que j'avais tout gâché parce que je ne supportais pas d'être la personne la moins brillante au brunch. Je n'ai rien dit. J'ai attendu le matin et j'ai alors abattu ma dernière carte. Chalet vendu. Titre transféré. Votre part, $20 000, a été payée. Ne me contactez plus à ce sujet. De plus, à compter d'aujourd'hui, j'ai révoqué de manière permanente mon consentement au fonds de crédit familial. La banque a été notifiée. L'accès est supprimé. Vous n'êtes plus autorisé à utiliser mon nom ou mon score de crédit pour quoi que ce soit, jamais. Je l'ai envoyé. J'ai quitté la conversation. J'ai éteint mon téléphone. Ce qui a suivi était exactement ce à quoi je m'attendais, à l'exception d'une chose que je n'avais pas vu venir. Jacques n'a pas appelé ce soir-là ni le lendemain. Mais le dimanche après-midi, quelqu'un a sonné à ma porte. C'était Jacques. Et il avait une mine affreuse. Des cernes sombres, une chemise froissée, les mains dans les poches comme s'il ne savait pas quoi en faire. Il n'a pas crié, n'a pas fait semblant. Il a juste dit qu'il était foutu. Il a dit qu'Amanda était partie. Qu'il ne pouvait pas obtenir l'approbation pour un nouveau bail. Que tous les amis, calls, avaient cessé de répondre à ses messages. Qu'il avait besoin de mon aide. Pas qu'il la voulait. Il en avait besoin. Il a dit que nous étions toujours une famille, toujours des frères, que peut-être nous ne nous entendions pas toujours, mais que nous devions veiller l'un sur l'autre. Je lui ai demandé où était cette idée pendant toutes ces années où il m'a laissé nettoyer ses dégâts. Il n'a pas répondu. Je lui ai dit que je n'étais plus là pour nettoyer. Qu'il pouvait soit apprendre à se débrouiller seul, soit continuer de tomber. Que je ne le détestais pas, mais que je n'allais pas le sauver. Puis je lui ai dit quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Tu n'as pas le droit de traiter les gens comme ça et d'attendre encore leur loyauté. Il m'a regardé pendant une longue seconde. Puis il a hoché la tête une seule fois et s'est éloigné. Je l'ai regardé partir, et pour la première fois, je ne me sentais pas en colère. Juste fini. Les comptes étaient fermés. L'argent était viré. La propriété était partie. Tout ce qu'ils utilisaient pour me maintenir empêtré était coupé, et c'était calme, presque trop calme. Cela fait un peu plus de 3 mois que j'ai vendu le chalet, fermé les comptes de crédit et coupé les fils qui me liaient à des gens qui ne savaient que prendre. Personne n'a appelé, personne ne s'est présenté, pas même un même transféré de ma tante. Et elle avait l'habitude d'en envoyer comme une horloge. Rien. Un silence absolu. Et la plupart du temps, j'adore ça. Mon appartement semble plus grand maintenant, plus propre, l'air plus léger. J'ai cessé de me réveiller avec cette anxiété de fond qui bourdonnait dans ma poitrine, me demandant quelle urgence je devrais régler ce jour-là. J'ai repris des passe-temps, lire, cuisiner de vrais repas. J'ai même fait un voyage en solo dans le Colorado. Pas d'itinéraire. J'ai juste conduit à travers les montagnes, les fenêtres baissées, sans que personne ne me demande où j'étais ou ce que je faisais. Mais la liberté, j'ai appris, vient avec des échos. Pas des regrets. Je ne changerai rien, mais des échos de ce qui aurait pu être s'ils avaient été des personnes différentes. Si j'avais eu un autre genre de famille, une qui savait donner, une qui ne transformait pas l'amour en transaction. J'ai gardé l'argent. Bien sûr que je l'ai fait. Jacques n'a plus jamais demandé quoi que ce soit. Mes parents n'ont pas envoyé de remerciements pour les $20 000 que j'ai virés. À la place, j'ai vérifié le compte sur lequel il a été versé. Oui, j'y avais encore accès quand l'argent est arrivé. Ils se sont connectés 10 minutes après que le dépôt a été validé. Ils ont déplacé l'argent, changé le mot de passe. C'était tout. Comme si c'était un remboursement. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un courriel de Jacques. Pas d'objet, juste une ligne, tu as arrêté et je l'ai enfin ressenti. Je n'attends rien. Juste que je comprends maintenant. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai archivé. Pas parce que je ne le croyais pas honnêtement, c'était la première chose qu'il disait depuis des années qui semblait venir d'un endroit sincère. Mais parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Pas encore. Peut-être jamais. Le plus drôle, c'est que je pense qu'il croyait vraiment que c'était suffisant. Que comprendre le mal causé revenait à le réparer. Mais ce n'est pas le cas. Savoir que vous avez détruit quelque chose ne le rend pas à nouveau entier. Je vois Dylan, notre jeune cousin, plus souvent maintenant. Il n'a que 16 ans, mais il est vif, silencieux, observateur. Il n'a jamais ri quand Jacques et ma mère faisaient de moi le sujet de leur moquerie.
Je l'avais remarqué même à l'époque. Il n'est pas comme les autres. Pas encore, du moins. Alors, je passe le prendre parfois, je l'emmène au cage de frappeurs où on va manger des hamburgers. Je ne parle pas beaucoup de la famille. Je n'ai pas besoin de le faire. Il sait. Je n'essaie pas de le sauver. Je m'assure juste qu'il sache que quelqu'un est de son côté s'il a un jour besoin de s'éloigner, lui aussi. Quant à mes parents, je ne pense pas qu'ils reprendront contact. Non pas parce qu'ils ont abandonné leur rancune, mais parce qu'ils ne savent pas comment gérer une version de moi qui n'a plus besoin d'eux. Ils ne savent pas comment atteindre quelqu'un qu'ils ne peuvent ni manipuler, ni culpabiliser, ni humilier. Et maintenant, ils ne le pourront jamais. Il y a encore des nuits où je fixe le plafond et je pense au jour où je suis entré dans ce brunch. Au regard sur le visage de Jacques quand je me suis assis. Au sourire en coin de ma mère. À la façon dont ils pensaient tous que je ne riposterais jamais. Ils en étaient si sûrs. C'est ce qui me marque le plus. Pas leur cruauté, mais leur certitude que j'encaisserai pour toujours. Et maintenant que je suis parti, ils attendent toujours que je revienne, que je me calme, qu'il me manque assez pour tout annuler. Mais je ne le ferai pas. J'ai gagné. Pas d'une manière digne d'une fin de film. Pas avec des fanfares ou des montages de vengeance. Juste le contrôle, le silence, la paix. Ce n'est pas aussi bruyant qu'ils pensent qu'une victoire devrait l'être, mais c'est la mienne, et c'est suffisant pour l'instant. Cela fait presque 1 an depuis ce brunch. 1 an que j'ai vendu le chalet, que j'ai viré l'argent, que je leur ai dit sans équivoque qu'ils avaient fini de se servir de moi. Et ils sont restés à l'écart. Jacques n'a plus jamais envoyé de courriel. Mes parents n'ont pas appelé. Pas de texto d'anniversaire, pas de carte de vœux. Pas même un message de Noël passif-agressif transféré. Au début, c'était étrange. Maintenant, c'est la routine. Je vois toujours Dylan parfois. Il obtient son diplôme cette année. Nous avons mangé des hamburgers la semaine dernière, et de nulle part il a dit, tu sais qu'il parle encore de toi à chaque réunion, n'est-ce pas? Je n'ai pas demandé ce qu'il disait. Je ne voulais pas savoir. Il m'a regardé comme s'il voulait demander autre chose. Puis il a simplement dit, je comprends. C'était suffisant. Je vis plus tranquillement maintenant, de manière plus délibérée. J'ai acheté une petite maison à 2 heures de la ville. Ce n'est pas luxueux, mais c'est à moi. Pas de compte partagé, pas de prêt cosigné, personne ne me tenant par quoi que ce soit. Juste de l'espace, de l'air pur et une paix que j'ai dû me tailler en brûlant une partie de mon passé. La semaine dernière, j'ai trouvé quelque chose d'étrange, cependant. Une carte postale, sans adresse de retour, juste une photo d'un lac au coucher du soleil. Au dos, en petite écriture, nous aurions dû mieux faire. Tu méritais mieux. Pas de nom, pas de signature. Ça aurait pu venir de n'importe lequel d'entre eux ou d'aucun. Je l'ai mise dans un tiroir. Je ne l'ai pas jetée. Je n'ai pas répondu. Certaines portes ne se ferment pas d'un seul coup. Certaines prennent des années. Mais je ne l'ouvre pas encore.